Mettons-nous d'accord ce matin avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, professeur Bonjour. à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, qui est paru chez Michel Lafon. Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Et Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio, du lundi au jeudi. Chère Valérie, à messieurs, 7h25, le grand matin. Et merci d'être resté. Merci Éric, Valérie. parce que vous passez à 7h25, il est 10h48. Franchement, merci. Ouais, mais je papote avec Jamel, avec John, je papote avec tout le monde. Moi. Voilà. Ah non, les cafés, j'en peux plus. Voilà. Ce matin, évidemment, nous allons revenir sur l'interview d'Édouard Philippe ce matin. Il était interrogé par Jean-Jacques Bourdin. On va revenir sur ce rapport sur les frères musulmans, l'infiltration des frères musulmans. Bruno Retailleau pointe un islamisme à bas bruit qui se répand et menace la République. C'est nos confrères du Figaro qui ont publié ce rapport ce matin. Et puis l'impôt sur le revenu, faut-il faire payer l'impôt à tous? Bref, beaucoup de sujets ce matin. On va commencer tout de suite peut-être avec vous Arnaud et des nouvelles de Boualem Samsal. On l'a évoqué hier, j'évoquais la tribune dans le Figaro de Constance Le Grip qui demandait à ce qu'il soit nommé ambassadeur de la francophonie, ce qui permettrait de lui conférer un statut diplomatique. Mais vous avez d'autres informations, d'autres nouvelles ce matin? Les nouvelles, on les a eues ce matin. Enfin, on les a eues ce matin très tôt. Donc, vous savez qu'il avait fait appel et que le procureur algérien avait fait appel et que le procès en appel est en train manifestement de se tenir à Alger. C'est les dernières informations qu'on a depuis. Donc, ça devait être demain et vous dites que. Oui, en fait, on a rectifié. En fait, c'est une erreur de notre part. Je veux dire, on nous a informé à 1h du matin en nous disant c'est demain et en effet c'était demain aujourd'hui voilà. D'accord. Donc en l'occurrence c'est en train de se dérouler, donc aucune information sans avocat évidemment. Alors sans avocat, oui, puisque je rappelle que son avocat français n'a jamais eu un visa pour se rendre, qu'il a déconstitué ses avocats algériens. Il va certainement y avoir un avocat qui va être commis d'office par la justice algérienne. Est-ce qu'il va adopter la même stratégie qui avait été la stratégie en première instance en disant qu'il se défendait seul? Vraisemblablement. Voilà, donc on est là actuellement en suspens et en attente du réquisitoire, parce qu'on n'aura pas le délibéré aujourd'hui. Si délibéré il y a, il devrait être rendu, le verdict devrait être connu en principe dans une semaine, c'est-à-dire le 27 mai. Si tant est que le procès ne soit pas renvoyé ce matin. Oui, voilà. Et on a peu d'espoir sur un apaisement. Nous, notre crainte, si vous voulez, pour parler très librement, c'est que après ce qui s'est passé là avec la décision du gouvernement de faire en sorte que les diplomates n'aient plus d'exemption de visa et que leur passeport diplomatique, vous savez qu'il y avait un accord en 2007 pour les familles notamment où ils n'avaient plus besoin de visa. Le gouvernement français a rétabli cette condition pour accéder au territoire, y compris pour les diplomates. La crainte qu'on a, c'est que l'accélération du procès soit la réponse des Algériens à cette mesure qu'ils considèrent de leur point de vue comme une provocation, même si c'est une mesure vraisemblablement frappée au coin du bon sens de la part des autorités françaises. Oui, on rappelle qu'en ce moment il y a le festival de Cannes qui n'a pas eu un mot. David Lisnard l'a rappelé hier. Je voulais signaler, c'est un peu un coup de cœur pour un coup de gueule, celui de David Lisnard, qui est courageux parce qu'il est maire de Cannes. Donc en la matière, il a dit quelque chose qui me paraît frapper au coin du bon sens, c'est-à-dire que finalement l'extrême faiblesse de la mobilisation, mis à part des intellectuels quand même, mais du monde culturel en règle générale, et à commencer par Madame Dati, la ministre de la Culture, qui, je le rappelle, a mis 3 semaines pour faire un petit tweet de soutien à Boualem Sansal, qui est extrêmement silencieuse et qui finalement montre une très grande réserve dans son soutien à Boualem Sansal. Vraiment, moi je l'ai déjà dit sur une autre antenne, je trouve qu'il y a une lâcheté française dans la défense de notre ami Boualem. Peut-être son seul tort, c'est finalement d'aimer nos valeurs et d'aimer la France. Aujourd'hui, ça devient finalement à charge pour un certain nombre de leaders d'opinion. Justement, la lâcheté. Comment elle s'explique cette lâcheté? Pourquoi
Je n'en ai strictement aucune idée. Il faut poser la question à ceux qui aujourd'hui soit votent contre à l'Assemblée nationale des propositions de résolution demandant la libération de Boualem Sansal ou s'abstiennent, ce qui d'ailleurs revient à peu près à la même chose que de voter contre. Oui, parce que le problème, je pense que si vous voulez, Boualem Sansal a pris des positions, non mais pour aller jusqu'au bout, a pris des positions qui heurtent une partie du politiquement correct en France. Et c'est ce qui explique la réserve, voire parfois l'opposition même. Parce que je rappelle quand même, il y a 28 députés LFI qui ont voté contre la proposition de résolution. Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça signifie quand même. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il est normal que cet écrivain soit détenu en détention par un régime arbitraire et qui tous les matins viennent nous donner des leçons de morale sur tous les malheurs de la planète. C'est pas un nazi, Boualem Sansal. Non mais pas du tout. Non mais il n'a commis aucun crime. Enfin, il est en prison pour des opinions qui ne plaisent pas au gouvernement algérien. C'est une situation ubuesque. Que dépêche AFP qui me met dans un état de rage. Paris espère toujours un geste d'humanité pour l'écrivain Boualem Sansal, c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc il espère, on va l'envoyer au Pèlerin Magazine, peut-être on peut l'envoyer à Rome, si vous voulez, rencontrer le pape pour espérer un miracle. Si vous m'accordez une minute, si vous faites, je vais dire, vous rembobinez le film depuis le 16 novembre, vous apercevez que l'Académie française, alors que M. Ruffin avait eu une initiative très intelligente avec Finkielkraut de faire élire tout de suite Boualem Sansal à un fauteuil de l'Académie française, ce qui d'ailleurs au regard de son statut de grand écrivain n'était pas, me semble-t-il, un scandale, y compris sur le plan littéraire. On leur a dit, ah non mais vous comprenez, ça risque d'irriter les autorités algériennes. J'ai dit ce que je pensais de la communication sur le sujet de Madame Dati. La mairie de Paris devait, il y a un mois, en conseil municipal, voter une résolution faisant de Boualem Sansal un citoyen d'honneur de la ville de Paris. Ça a été retiré au dernier moment, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, on est à peu près aujourd'hui dans cette espèce de renoncement et d'abdication. Je trouve que c'est une abdication sur nos valeurs, surtout. Mais j'ai trouvé l'intervention hier de David Lisnard tout à fait juste. On est à Cannes, on nous parle d'une photographe palestinienne tuée, soit, pourquoi pas, mais on a un écrivain français qui est emprisonné pour des idées. C'est-à-dire les artistes aujourd'hui devraient se mobiliser, quelles que soient les tendances politiques, religieuses ou autres, humaines. Ouais. Qui veut non, c'est pas le cas. Eric. Oui, non, mais ça souligne la faiblesse crasse du gouvernement français, du président de la République face au régime d'Alger. C'est ça que ça souligne, parce que on peut pendant des semaines expliquer la torpeur de certains ministres, dont la ministre de la Culture, en se disant c'est la diplomatie qui travaille en souterrain, donc faut pas qu'il y ait de prise de position des membres du gouvernement. Mais en fait, le résultat est tellement pitoyable. C'est-à-dire qu'en fait, on est sans arrêt dans la réaction et jamais dans l'action. C'est le gouvernement, c'est Alger qui décide de renvoyer 12 diplomates et en rétorsion, en réaction. Mais on n'est jamais dans l'action. Donc en fait, quand on veut donner des leçons à Poutine, quand on veut donner des leçons à la terre entière et qu'on n'est pas capable, face au gouvernement algérien, d'exiger la libération de cet écrivain, ça prouve bien la faiblesse crasse, pardonnez-moi, dans laquelle la diplomatie et la France est tombée. Voilà ce que ça signifie. Il y a une question d'assujettissement. Ils ont peur. Andrea. Tout à fait, ils ont peur. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure Mehdi posait la question, mais pourquoi il y a tant de lâcheté du monde culturel? Mais pourquoi il y a tant de lâcheté? Mais parce que justement ils sont faibles face à Alger, parce qu'on a énormément d'électeurs qui sont binationaux aussi, parce que les deux pays sont imbriqués historiquement, parce que, et donc il y a une faiblesse totale de la France vis-à-vis d'Alger. Vous l'avez dit, Éric Revel, on se souvient, quand on rembobine le film au 16 novembre, les propos de M. Retailleau. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va faire un bras de fer. On va y aller crescendo. D'abord, ce sera ça, ensuite ça, ensuite ça. Et puis, vous verrez à la fin, notamment, Boualem Sansal sera libéré. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, passe en appel. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plutôt lors du délibéré fin mai, il va peut-être prendre plus que ce qu'il n'a actuellement. Et quand on a 80 ans, prendre plus que ce qu'il n'a avant, c'est une condamnation à mort, comme l'avait dit Mehdi tout à l'heure. Donc, si vous voulez, ensuite, officiellement, on a dit non, mais le bras de fer, ça se passe pas comme ça. C'est la diplomatie, on va faire ça en secret, etc. Finalement, le résultat, c'est 0. Donc, faiblesse de la France vis-à-vis d'Alger. Et je vais aller même encore plus loin. Faiblesse de la France vis-à-vis de ses partenaires européens. Parce que quand la France
engage un bras de fer avec Alger. On voit que d'autres pays européens... Je vous interromps, je viens d'avoir une information. Le procès est renvoyé au 24 juin. Le 24 juin. Voilà. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Non, oui, c'est ce que j'allais vous dire. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. En tout cas, on était d'accord sur le cas de Boualem Samsal. On en parle avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier ouvrage, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, paru aux éditions Michel Lafon. Mehdi Raïch, analyste politique. Andrea Cotarac, porte-parole du RN, et Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio, du lundi au jeudi à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. On va revenir sur l'interview d'Édouard Philippe ce matin sur le rapport sur les frères musulmans qui est publié en partie sur le compte du Figaro ce matin. Bruno Retailleau qui pointe un islamisme à bas bruit qui se répand et menace la République. Bref, beaucoup de sujets. On a évoqué donc Boualem Samsal. Vous nous disiez que le procès qui devait en appel qui devait se tenir reporté au 24 juin. A été reporté au 24 juin. On va passer à vous. Alors à qui Mehdi. Sur la situation des armateurs français. Alors c'est un vrai enjeu économique et un enjeu de stratégie. Alors, il faut savoir que les armateurs français, ce sont ceux qui vont importer, par exemple, l'uranium français, enfin l'uranium en Afrique, en France. Et on se retrouve dans une situation un peu ubuesque où il y a tellement de risques, notamment sur les mers, que les assureurs ne veulent plus véritablement assurer les armateurs français. Donc, on se retrouve avec un problème probablement d'approvisionnement. Et donc, les compagnies se retirent de plus en plus, notamment les compagnies d'assurance. Et en fait, on se retrouve avec aucune politique publique qui est en capacité de les protéger. Donc je vais faire un petit état des lieux. Donc en fait, on va se retrouver avec une fragilité, notamment nucléaire sur ces sujets, ce qui est quand même grave, puisqu'on parle d'indépendance industrielle, de stratégie industrielle, de stratégie nucléaire, et donc du coup de l'énergie. Et quand on en voit les annonces, par exemple, qui a été faite par Jean-Noël Barrot la semaine dernière sur des possibles sanctions envers la Russie, il faut savoir aussi que nos armateurs, avec leurs bateaux, qui sont des bateaux spécifiques, parce que pour transporter l'uranium, ça se fait pas comme ça, on en importe encore un petit peu en Russie pour l'enrichir. Donc on se retrouve avec une situation où on peut nous-mêmes se tirer une balle dans le pied, parce qu'on fait tellement de sanctions, des fois c'est pas forcément toujours cohérent, et donc on est en train de fragiliser littéralement les armateurs français. Donc on a un super champion que la CMA-CGM, c'est très bien, mais le reste des armateurs français, ce qui est un véritable enjeu pour le coup de souveraineté économique et de souveraineté industrielle française. Et j'ajoute un dernier point, les sanctions des fois sont tellement un peu, je vais faire un peu appel à Arnaud et après Eric. Arnaud, il me semble que tu as publié un livre qui s'appelle Le coup de com' permanent. Oui, il y a quelques années. Voilà, le coup de com' permanent. Et avec les sanctions qu'a fait Jean-Noël Barrot... C'était sur la stratégie de communication de... Pour y refaire un nouveau tome. Voilà, tu peux faire un deuxième tome sur ce sujet. Et en fait, les sanctions vont tellement loin, des fois c'est un peu incantatoire, qu'on se retrouve à sanctionner des personnes qui ne peuvent pas être sanctionnées. Il y avait une tribune qui a été publiée par Renaud Girard dans le Figaro, qui parlait d'Alexander Poupiemski, donc c'était le fils d'un dignitaire russe, qui s'est retrouvé sanctionné alors qu'il a 15 ans. Il a été retoqué par le tribunal européen en disant « Mais vous n'avez pas à sanctionner cette personne-là, il n'a que 15 ans. Il est sur le territoire suisse, il est indépendant, vous ne pouvez pas le sanctionner parce qu'il est le fils d'eux. » Donc on se retrouve avec des sanctions qui sont tellement élargies qu'on sanctionne nous-mêmes nos armateurs alors que c'est un enjeu de souveraineté nationale et industrielle, et on se retrouve aussi à sanctionner des personnes qui ne peuvent pas l'être. Donc pour moi c'est un véritable enjeu économique. Et je rajoutais un dernier point, quand on voit la campagne qui s'est faite sur les LR, notamment avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, tous les sujets ont tourné autour principalement de la sécurité et de l'immigration, mais les enjeux économiques, personne n'y a répondu. Et pour moi, c'est un angle mort aujourd'hui de la diplomatie et de la politique à la française. C'est des sujets qu'on n'amène pas. Et je voulais absolument parler des armateurs parce que pour moi, c'est un sujet essentiel. Parce que sans les armateurs, en fait, toutes les politiques théoriques sur le nucléaire, enfin toutes les politiques sur le nucléaire deviennent purement théoriques. Et on ne peut pas alimenter ce qu'on fait. En fait, on ne peut pas alimenter l'électricité. Eric ? Oui, alors il y avait eu le même sujet d'assurance des grands bateaux porte-conteneurs au moment où les Houthis, dans la guerre israélo-palestinienne, commençaient à bombarder les navires qui passaient par la mer Rouge, qui étaient obligés de contourner. Il y avait des surcoûts. Et il y avait des assureurs, dont c'est le métier d'assurer ce genre de navigation, qui ou bien augmentaient énormément leur prime d'assurance, ou bien commençaient à plus vouloir assurer ces bateaux. Ce qui est un vrai sujet, parce que quand vous regardez dans le commerce mondial ce que représente le transport de conteneurs, c'est colossal. Vous savez, un des indices qui montre que peut-être l'économie américaine est en difficulté, c'est la chute des conteneurs qui viennent de Chine, qui en quelques semaines a chuté de 45%. Ça veut dire que les États-Unis importent beaucoup moins qu'ils ne le faisaient avant à cause
cause ou grâce aux droits de douane de Trump, mais ça veut dire aussi que l'appareil productif américain est en incapacité de continuer à se fournir en provenance de la Chine, puisque c'est un ratio qui est très suivi. Donc si les bateaux ne sont plus assurés, bah oui, il y a un problème. Il y a un autre risque dont on ne parle pas, mais il y a un risque écologique, c'est-à-dire que si les bateaux ne sont pas assurés, c'est-à-dire que des bateaux vont prendre la mer en n'étant pas assurés, sur des zones navigables, des zones de piraterie, et si on se retrouve avec des bateaux qui sont coulés ou qui sont pris alors qu'ils ont de l'uranium enrichi dedans, je me demande comment on va réagir publiquement. Ça va être compliqué. Donc il y a un vrai sujet écologique, il y a un sujet industriel, il y a un sujet économique, et c'est aussi, à la fin, ça se retrouve dans le portefeuille des Français. Donc le sujet des armateurs, c'est vital, et on n'en parle pas assez, alors que c'est un sujet vital pour la France. On passe à votre coup de gueule, Andrea, ou coup de cœur, je ne sais pas. Ou les deux. Coup de réflexion. Ouais. Non, je voulais juste dire un petit mot sur les manifestations des chauffeurs de taxi contre les nouvelles tarifications, notamment de l'assurance maladie, pour le relatif en fait au transport des malades. Vous savez que les taxis transportent des malades de leur domicile jusqu'aux hôpitaux. Ça représente parfois jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Et on va se le dire, on va prendre un peu de recul, leur métier a un sens. Un sens d'intérêt général, ça a un sens de conduire un malade pour aller se faire soigner et de le ramener chez lui. Mais je crois que cette nouvelle tarification, c'est quand même un mauvais timing parce que on le sait, alors parfois on dit que les chauffeurs de taxi abusent, parfois on dit que les chauffeurs de taxi sont désagréables, parfois on dit que les chauffeurs de taxi sont bougons. Il n'empêche, ils ont subi énormément la crise du Covid parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Il y a eu une explosion des prix de l'essence, on le sait aussi, donc matière première de leur métier. Une explosion des tarifs d'assurance. On le sait tous, les Français, mais en particulier chez les taxis, une augmentation des péages, une augmentation des prix, des taux d'intérêt pour les prêts, puisqu'ils remboursent souvent le prêt de la banque quand ils ont acheté leur licence de taxi, qui est extrêmement chère, ou quand ils ont acheté leur véhicule. Et donc, ça tombe un petit peu dans un mauvais timing. Alors moi, je vais prendre un peu de recul sur le taxi, mais simplement, il y a 3 choses dans cette affaire qui me vont pas. La première, c'est que une fois de plus, l'État ou ses organismes, publics ou privés, tapent et vont chercher de l'argent chez les gens qui bossent. Chez la France du travail, chez la France des actifs, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui se cassent le dos, ceux qui passent du temps de leur vie dans les embouteillages pour un métier, encore une fois, qui sert l'intérêt général. 2, ces organismes d'État et organismes publics, notamment l'assurance maladie, souhaitent faire des économies sur les chauffeurs de taxi, donc sur la France des actifs, mais on va en parler tout à l'heure, Valérie. La CAF ne sait même pas certifier ses comptes. On sait aussi que dans le rapport de la Cour des comptes, ils établissent à 30 milliards d'argent de fraude sociale. Fraude à la TVA, la fraude fiscale, évidemment, on le sait, la fraude aux marchandises, la fraude au travail détaché, c'est-à-dire des milliards, des dizaines de milliards d'euros dont le peuple français est créancier et qui partent en fumée. On sait que, par exemple, il y a 2,5 millions d'euros de fraude sur les fausses cartes vitales. Et on va quand même chercher de l'argent chez les taxis. Et la troisième réflexion que j'aimerais poser sur la table, je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais c'est sur le dumping. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais né, le dumping social se faisait entre pays. Voilà, tel pays délocalise son usine en Pologne pour avoir évidemment moins de charges, comme on dit. Aujourd'hui, on voit que l'ordre néolibéral qui s'est abattu sur la France et l'Union européenne fait qu'aujourd'hui, le dumping, c'est au sein de nos frontières. C'est entre une profession réglementée comme les taxis et des VTC. Donc, c'est 3 réflexions que je mets sur la table en disant que le gouvernement devrait plutôt aller chercher l'argent, le nôtre, qui a été distribué et qui est indu à des fraudeurs de toutes sortes. Oui, mais il y a peut-être aussi une contradiction dans ce que vous êtes en train de dire à propos des taxis, parce que les taxis, ça a quand même été aussi des abus énormes auprès de la caisse d'assurance maladie. C'était pas, ça a été très longtemps un truc systématique. Beaucoup de malades vous racontent le système de prise en charge de ces taxis. Donc il y a peut-être de l'ordre à remettre aussi. C'est une réflexion que je mets sur la table. Mais il y a aussi de l'ordre. Non, mais vous dites la Sécu. Voilà, vous dites la Sécu est pas capable de. On va revenir sur ces décomptes certifiés de la Sécu. C'est pas la première, parce que le maire avait avoué qu'il y avait un dérapage des recettes fiscales de 19-20 milliards d'euros et que personne ne s'était rendu compte de rien. Bon, mais juste, M. Cotarac, sans doute qu'il ne faut pas
désespérer le vote des taxis en direction du Rassemblement national. Mais je vais vous dire une chose quand même. Je vais vous donner 2 chiffres. Pas besoin de les convaincre. Non mais attendez, je vais vous donner 2 chiffres. Alors peut-être que vous avez besoin de les rassurer. Mais je vais vous donner 2 chiffres. Les dépenses de transport sanitaire, c'est près de 7 milliards d'euros en France. 7 milliards d'euros. 3 milliards sont imputables grâce ou à cause des taxis conventionnés, ceux qui ont le droit de transporter des patients. Alors c'est vrai que les taxis sont pas responsables des déserts médicaux, parce qu'évidemment quand vous devez faire 40 km et que vous êtes souffrant... Non mais bien sûr, mais là pour l'instant je vais dans votre sens. Mais Valérie, expert, a raison, il y a eu quand même un paquet, si vous voulez, d'abus, mais bien sûr. Ce que demande là, je vais pas défendre la sécurité sociale, réduire le coût de ces dispositifs. Alors c'est vrai que ça paraît contre-intuitif, grouper les transports de malades. Alors là aussi, c'est plus compliqué. Non mais bon, voilà. Mais essayez de rationaliser. Rationaliser. Il n'empêche que la fraude sociale que vous avez pointée du doigt, elle existe. Bien sûr. Voilà, il faut quand même avoir en tête ces chiffres-là. On attend un déficit de la sécurité sociale en 2025 de 20 milliards d'euros, ou de 22 milliards d'euros, qui est encore en accroissement. Cette affaire sur laquelle j'ai toujours beaucoup de difficultés, parce que quand on est malade, on a envie d'être transporté. C'est pas le sujet. Faire des économies sur le dos des malades, c'est un vrai débat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette idée de réduire, de rationaliser le transport sanitaire, c'est une idée. Alors je sais pas si je dois le citer, parce que maintenant il est un peu moins bonne presse, mais c'était une idée de Bruno Le Maire à l'origine qui avait commencé à en parler pour chercher des économies. Le problème, c'est que dans ce pays, si vous voulez, à chaque fois qu'on veut faire une réforme, qu'on demande des comptes, en fait, ou bien on a un parti politique sur le dos, ou bien c'est comme les niches fiscales. Il y a toujours un chien dans la niche fiscale. C'est comme les normes. Il y a trop de normes en France, mais quand vous supprimez une norme, on dit non, touche pas à ma norme. Donc, en fait, on est quand même dans un pays qui est bloqué. Parce qu'on manque de projets politiques et parce qu'on manque de volonté politique. Donc, je dis pas qu'il faut à tout prix taper, parce qu'il y a aussi les ambulances qui transportent évidemment des patients. Mais il y a quand même un sujet. Alors, j'aime bien, M. Cotarac, votre prise de parole. Il faut réfléchir. Je mets sur la table du débat. Voilà. Il faut réfléchir. Je dis ça, M. Revel, parce que vous êtes un homme politique. Moi, j'ai pas, j'ai pas à flatter. Moi, si vous voulez. Voilà. On va marquer, c'est la pub. Mais avant la pub, je vous encourage à nous appeler au 0826 300 300, puisque vous savez que c'est la fête des mères. Hier, il y en a plein qui l'ont découvert. Dimanche, c'est la fête des mères. Vous l'avez découvert aussi. Voilà. Et donc Sud Radio offre un bracelet à l'initiale du prénom de votre maman, livré dans un coffret cadeau. C'est la marque Le Vent à la Française qui vous offre ce magnifique bracelet finition dorée, il est fait en France, garantie à vie, résistant à l'eau, enfin magnifique à vie. Ah oui, absolument. Et donc vous pouvez aller voir sur le site Le Vent à la Française. Bref, on vous offre ce bracelet 0826 300 300, peut-être pour vous, pas forcément pour votre maman, mais ça peut être aussi un joli cadeau. À tout de suite après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez les vraies voix de 17h à 19h et tentez de remporter de magnifiques objets design et connectés de la marque Lexon. Des bubble lamps avec chargeur à induction, des radios Tico, des enceintes Bluetooth Minotti rechargeables ou encore le MacBank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique. Gagnez ces superbes objets innovants avec Lexon et Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous. Alors, vous vouliez répondre, Andrea Cotarac, à ce qu'évoquait Eric Revel. J'ai été calme et poli, M. Cotarac. Je ne doute pas que vous ferez de même. C'est évident, M. Revel. Non, simplement... Quel cirque. M. Revel répond en disant, mais... Il y a eu des abus chez les taxis, certainement, en expliquant que la Sécu, c'est 30 milliards de déficit. Non, enfin 20, 22 annoncés pour 2025. Mais en général, comme on ne tient jamais aucune prévision en ce pays, si vous voulez, je crains le pire. Moi, je vous prends le rapport de la Cour des comptes qui vous dit qu'il y a simplement sur la fraude sociale 30 milliards d'argent qui part en fumée. Et alors, M. Attal avait dit, le RN a raison, plutôt que d'aller taxer les gens qui bossent, plutôt que d'aller taxer les entreprises, ou plutôt que de faire comme M. Barnier, prétendument de droite, d'imposer 20 milliards d'euros et de taxes dans le budget qu'il avait proposé supplémentaire aux Français, peut-être aller chercher l'argent qui est notre dû.
30 milliards sur la fraude sociale, fraude fiscale, fraude de la TVA. Bon, mais là aussi, il y a de la fraude peut-être. Mais Bercy récupère des milliards d'euros chaque année. Non, monsieur. Monsieur Cotarac, regardez les chiffres, vous verrez. Je vais vous dire les chiffres, je vais vous les donner, puisque monsieur Revel, je crois que vous n'avez pas regardé les derniers. Monsieur Attal avait pointé ça sur les cartes vitales. Vous savez quel est le taux de recouvrement ? 6%. Je vous parle de fraude fiscale et de fraude sociale. La fraude sociale, c'est aussi celle des entreprises. Des fraudeurs. On va peut-être écouter, je voulais vous faire entendre Bernard Crébassa, qui est président de la Fédération nationale des artisans du taxi, qui était ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez à propos de la désorganisation du système de santé. Un déficit de la sécurité sociale concernant les transports de malades qui atteint plus de 6 milliards d'euros, 6 milliards 7 en 2024, dont 3 milliards pour les taxis conventionnés. Une augmentation de ce déficit de 45% depuis 2019. Pourquoi ? La désorganisation du système de santé en France. La réponse, vous l'avez là. Aujourd'hui, nous amenons des assurés faire plusieurs consultations sur des jours différents pour le même pathologie, pour le même suivi, parce que l'établissement est incapable d'organiser le suivi des soins. Oui. Vous montez un assuré faire des analyses, le lendemain il vient faire la radio, le troisième jour il va voir le médecin. Ouais. Donc c'est jamais de la faute, c'est toujours ça rejoint ce que. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, parce que M. Revel avait parlé aussi de. Je vois que j'ai touché juste, M. Cotarac. Sinon vous n'auriez pas autant d'intérêt. On va avancer. J'ajoute juste un point, c'est sur les taxis ne sont pas responsables de la désertification médicale. Je l'ai dit, mais je l'ai dit. Des 111 maternités qui ont fermé. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Un département sur 5 qui n'est pas de soins palliatifs. Ils ne sont pas responsables de la fermeture des lits d'hôpitaux, etc. Donc, si vous voulez, M. Revel, c'est juste la conséquence des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, qui ont cassé le service public hospitalier et qui ont désertifié, créé en tout cas une désertification du médical dans nos territoires, et notamment aux territoires ruraux, M. Revel. Ça, c'est un argument juste, M. Cotarac. Je reconnais. C'est très juste. Enfin, c'est 6 milliards d'euros par an. Voilà, ambulances et taxis conventionnés. Éric, vous vouliez revenir sur l'interview d'Édouard Philippe. Oui, très intéressante ce matin, puisque l'ancien Premier ministre avait décidé, parce qu'il prend très rarement la parole, de prendre la parole chez Jean-Jacques Bourdin. Sur Sud Radio. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cette interview où tous les sujets ont été abordés par Jean-Jacques Bourdin, mais j'ai surtout écouté le positionnement politique d'Édouard Philippe. C'est ça qui m'intéressait. Bon. Et alors je me suis dit, mais en fait, il veut pas évidemment incarner trop la Macronie, parce que maintenant c'est plus un boulet, si vous voulez, qu'un tremplin quand même, vu le bilan. Mais en fait, quand vous écoutez Édouard Philippe parler politique, vous vous rendez compte qu'il est toujours, en fait, dans le en même temps. Il renvoie à distance égale la droite et la gauche. Quand on lui dit, mais c'est qui votre ennemi politique ? Il aurait pu dire c'est le RN. C'est l'affaiblissement de la France. C'est l'affaiblissement de la France, c'est sa réponse. C'est l'affaiblissement de la France. Vous voyez, il y en a d'autres qui avaient dit mon ennemi c'est la finance. Bon, il nous faisait rire, il nous fait toujours rire, mais sacré François. Voilà. Lui, c'est l'affaiblissement de la France. On a envie d'applaudir des deux mains, mais en fait, on a du mal à voir comment il se situe politiquement. Par exemple, sur la réforme des retraites. Moi, je l'ai senti fébrile. Il ne sait pas s'il doit appuyer ou ne pas appuyer la réforme en cours qui est en discussion en ce moment avec les partenaires sociaux. Il dit il faut travailler mieux et travailler plus nombreux. Alors, plus nombreux, je vois l'idée, c'est que plus les jeunes rentrent sur le marché du travail, plus ils cotisent, plus les seniors quittent tard l'entreprise, plus ils cotisent. Mieux, il veut mais dire concrètement, bon, voilà. Alors, il y a un sujet sur lequel, en revanche, il a été assez net, c'est sur les 35 heures. On verra. Il a dit non, mais les 35 heures, il faudra en gros s'en occuper. Mais pour le reste, le positionnement politique d'Édouard Philippe, j'ai beaucoup de mal, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal, avec tout le respect que je dois pour l'ancien Premier ministre, à me dire où se situe politiquement Édouard Philippe. À force de vouloir faire de peine à personne et de penser qu'il faut, c'est son mot aussi, il faut rassembler. En fait, un petit côté Alain Juppé, non Eh ben voilà, il a un petit côté, si vous voulez. Non, je peux penser à ça. C'est le centre mou. C'est son mentor d'ailleurs. Il est au centre droit comme il pourrait être au centre gauche. La difficulté pour lui, ça va être dans une élection présidentielle qui pourra peut-être vouloir tourner le dos à 10 ans de macronisme en 2027. Comment il fait pour apparaître comme un candidat qui, d'une certaine manière, n'a pas cotisé
par son action, à 10 années de macronisme. Je rappelle quand même qu'il y a des sujets sur Édouard Philippe où il y a des aspérités qui ne vont pas manquer de lui être rappelées, sur la gestion de la crise des Gilets jaunes, notamment sur les 80 km/h dans les départements, sur les ZFE, sur les ZFE qui constituent aujourd'hui un sujet qui progressivement monte. Donc ça va être assez compliqué pour lui. Ensuite, est-ce qu'il y a une place dans cette espèce de bloc central aujourd'hui pour, j'allais dire, une offre telle que veut l'incarner Édouard Philippe? Arnaud, la difficulté, attendez, parce que ça me revient en mémoire. Bon, voilà, je vous dis, il est dans le en même temps. Hein. Il tient à égale distance la droite et la gauche dans ses réponses à Jean-Jacques Bourdin ce matin. Mais en revanche, ça n'empêche pas d'appeler à voter communiste au Havre. Alors c'est vrai que c'est une ville de tradition communiste. Non, mais je suis d'accord. Parce qu'il est dans le conformisme. Mais ça veut dire qu'en fait, il fait un choix politique, mais il l'assume pas. Et quand on lui demande s'il est de droite, il dit oui, je suis de droite, mais je tiens à la gauche et la droite, en fait, à égale distance. Donc, en fait, pour moi, politiquement, il est nulle part. Ça marche plus. Oui, Mehdi Raich, oui. Son positionnement sur le voile aussi dans le sport il y a quelques semaines ou quelques jours où il dit je vois pas pourquoi c'est contraire à la laïcité que d'interdire le port du voile dans le sport. Parce que je vois qu'il y a bientôt la coupure pub, mais de manière générale, on voit. Je vais faire très court. J'observe. Mais en fait, non, mais on voit en fait, ce qu'on voit, c'est que la Macronie a littéralement vidé de sa substance la gauche et la droite. On se retrouve avec un immense centre, extrême centriste, et les personnes n'arrivent plus à se positionner. Mais est-ce que là, on va pas avoir une polarisation sur le bloc central de la 4ème République? C'est un bloc central c'est le Marais. C'est ce qu'on appelle historiquement le Marais, la plaine, voilà, exactement. Donc il peut pas faire autre chose. Tradition française, d'ailleurs. Mais il peut pas faire autre chose. Je vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Alors, il avait raison, Mehdi, c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve tout de suite après, et vous pourrez réagir, parce que est-ce que la victoire de Retailleau n'affaiblit pas Édouard Philippe? Alors, il a dit quoi qu'il se passe, il sera candidat. Il sera candidat. Donc là, vous voyez, entre Retailleau et Édouard Philippe, vous allez avoir un sujet. Pour vous, c'est très bien, mais pour la France, je ne sais pas. On se retrouve dans un petit instant, 11h28 sur Sud Radio. Sur Revel, il est trop. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on continue. Je suis pas sûr qu'on continue à parler d'Édouard Philippe. Je vous conseille d'aller réécouter. Forcément, je pense que on vient pas vous poser une question sur Retailleau. Non, mais on perd de l'audience. Vous posez une question sur Retailleau. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas réagi. Oui, est-ce que Bruno Retailleau peut affaiblir Édouard Philippe? Je sais pas, quand on regarde... Il y a un sondage qui est sorti ce matin, j'ai l'impression. Oui. On n'a pas le sentiment, dans l'hypothèse où Philippe est candidat, que Retailleau arrive à mordre véritablement sur l'électorat d'Édouard Philippe. Non. Donc, voilà, c'est la difficulté. Après, il reste 2 ans. 2 ans, c'est énorme. C'est un marathon. Il peut se passer plein de choses d'ici 2 années. Il reste 2 ans, c'est sûr. Mais moi, je retiens ce que vous dites, M. Benedetti, c'est-à-dire que... On est là face à la plaine, ce qu'on appelait la plaine sous la Révolution, c'est-à-dire le centre mou, sans relief, sans conviction, sans caractère. Et mais qui ne fait pas peur. Oui, ça fait peur à personne, mais surtout ça affaiblit la France, puisque je rappelle quand même que M. Retailleau, président des LR au Sénat, a validé quasiment tous les budgets de la Macronie, y compris ceux de M. Édouard Philippe. Ces gens-là font partie de la même famille politique, ces gens-là sont membres du même gouvernement. Et donc, quand M. Édouard Philippe explique que son adversaire, c'est l'affaiblissement de la France, pardon, mais ceux qui sont au pouvoir depuis 10 ans, y compris lui, en tant que Premier ministre, c'est eux qui ont affaibli la France. Je veux dire, on recule dans tous les tableaux, du niveau scolaire, en passant par le budgétaire, la France dans le monde, la diplomatie, tout a été divisé par 2. Donc si vous voulez, je veux bien qu'on nous refasse le coup d'Emmanuel Macron en 2017, mais je pense que ça marche plus. Les Français, ils veulent de la rupture maintenant. Ouais. Là, vous marquez un point, je peux pas vous contredire, M. Cotarac. Ça fait 2 points, M. Revel. C'est vrai, plus que la rupture, c'est surtout assumer ses idées et les mettre en place. Et ça, on l'a oublié en France. Et les mettre en place, c'est surtout ça, c'est les mettre en place. Quand on fait quelque chose qu'on annonce, on doit le faire. On n'est pas dans la promesse. Juste un dernier point. Il a un avantage là, Retailleau. Enfin, en tout cas, c'est ce qui on le crédite de ça. C'est une forme de sincérité. Oui.
Et ça, aujourd'hui, en politique, c'est tellement... C'est ce qui a fait sa différence récemment vis-à-vis de Wauquiez. On sent qu'il a ses convictions chevillées au corps. Il y a quelque chose d'authentique chez lui qu'on ne voit pas chez les autres. Alors que va paraître demain ce rapport qui était classifié, qui est déclassifié. Le Figaro publie une sorte de synthèse de ce bilan, de cette enquête qui a été faite. C'est un rapport qui a été commandé par le ministère de l'Intérieur, piloté par des services spécialisés et qui vise à dresser un état des lieux de l'influence de la mouvance frériste en France, notamment via l'infrastructure culturelle, c'est-à-dire les mosquées, le tissu associatif, le système éducatif et la sphère numérique et médiatique. Et aux surprises, on s'aperçoit que, oui, effectivement, les frères musulmans sont infiltrés un petit peu partout, qu'ils ont... mais juste une parenthèse, moi je me dis, j'ai une petite expérience de l'actualité. Je veux dire, quand on découvre que les pompiers se font attaquer, quand j'ai commencé sur LCI en 2000, on me racontait déjà l'histoire, les pompiers venaient nous raconter la façon dont ils tombaient dans des embuscades où des véhicules les bloquaient, où on lacérait leur lance, dont ils se prenaient des tas de choses sur la tête. Enfin, tout ça, ça date de... Moi, je l'ai découvert en 2000. On est en 2025. Le livre de Jamila Ben Habib, qui a écrit Ma vie à contre-Coran, qui raconte ce que disent les gens qui sont partis d'Algérie, qui raconte comment l'islam politique est arrivé au pouvoir, qui racontait ça déjà dès 97 dans des livres. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a un entrisme des frères musulmans ? On découvre l'eau chaude. Oui. Ouais, on découvre l'eau chaude. Et puis la technique est toujours la même. On passe par les milieux associatifs. Oui, c'est ça. En Algérie, dans les années 90, avant la décennie noire, ce qui s'est passé durant la décennie noire, ce qui s'est passé avec le FIS, c'est que dans les années 80, comme il y avait les contre-chocs et les chocs pétroliers, la situation en Algérie est assez déplorable humainement. Et donc le FIS a commencé à infiltrer les associations, les milieux universitaires. Donc ils ont commencé à bourrer le crâne des jeunes notamment. Et arrivé en 90, avec fin des années 80, début 90, il y a eu l'ouverture avec l'élection présidentielle. Et du coup, ça a éclaté à ce moment-là. Donc on se retrouve toujours avec le même type. C'est toujours le même type de méthode. On passe toujours par les secteurs associatifs. La méthode est connue, sauf qu'on ne veut pas la contrer. Et quand on voit le rapport, on se découvre, dire tiens, il y a beaucoup de frères musulmans dans le coin. C'est fou, le discours, il est en train de pénétrer l'espace public. On est en train de toucher une jeunesse qui aujourd'hui devient complètement politisée à ce niveau. Écoutez, ce qui était en 4e de couverture du livre de Jamila Ben Habib qui était paru en 2009. Si les islamistes ne représentent qu'une petite minorité de musulmans, leur stratégie éprouvée consiste pourtant à se proclamer les porte-paroles de cette communauté large et diversifiée, multipliant les requêtes au nom de l'islam en invoquant leur droit à la liberté de religion, récusant toute critique qui leur est adressée comme une manifestation d'intolérance. Ils réussissent ainsi à se faire passer pour les défenseurs de leur foi et à réduire à silence leurs corélégionnaires. Ils tirent même parti de la discrimination dont sont trop souvent victimes les immigrants d'origine musulmane pour favoriser un repli communautaire qui leur donne de plus en plus de pouvoir. Il y a un point, moi j'aurais pas utilisé l'expression défenseur de la foi, mais en fait la stratégie frériste, elle arrive, en fait comme on va interdire des choses, en fait à l'idéologie on va opposer le droit, sauf que le droit est toujours une restriction de la liberté. Et en fait, ils vont se positionner comme des défenseurs de la liberté. Donc, ils seront victimes de la chose. Ça. La stratégie est toujours la même. C'est pour ça que le sujet du voile est très important, puisque si vous vous attaquez au voile, c'est pas à la foi que vous allez vous attaquer. C'est que vous allez transformer les femmes qui portent le voile comme des résistantes du voile, des victimes de quelque chose. Et donc, l'islamisme, par définition, c'est l'application de l'islam. Je tiens quand même à le signaler. Ouais. Quand on s'attaque, en fait, la stratégie est toujours de vouloir s'attaquer au droit. Il faut s'attaquer à la liberté. Le voile, c'est juste le meilleur moyen politique d'y arriver, parce qu'on sait que ça va être clivant. Ouais. Et donc, on va transformer ces personnes-là comme des défenseurs de la liberté. Et paradoxalement, les personnes qui veulent défendre le droit et le droit individuel vont se retrouver comme des personnes qui veulent l'interdire. Donc en fait, le débat, il est inversé. On se retrouve avec la stratégie de l'inversion accusatoire. Arnaud Benedetti. Non, mais c'est la stratégie de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout simplement dire qu'on veut limiter leur liberté et qu'en l'occurrence, ce sont eux les défenseurs de la liberté. Puis l'autre aspect qui est absolument capital, c'est que tout cela avance masqué de manière très dissimulée. Et c'est ce qui rend vraisemblablement très difficile aujourd'hui le combat. Pardon ? De moins en moins dissimulé. Et de moins en moins dissimulé, je suis d'accord avec vous. Non, mais 2009, ce livre qui raconte comment c'est arrivé en Algérie, et c'est exactement la même chose qui arrive aujourd'hui, qui est en train de se produire en France. C'est ce qu'explique notre ami Brolem Sansal. Le rapport dévoile donc un système, je vous lis le papier du Figaro, bien ficelé des frères musulmans, qui utilisent comme réislamisation ou parfois subversion pour déstabiliser les pays. Donc
139 lieux de culte en France sont affiliés aux frères musulmans, même si elle nie les faits. 68 lieux de culte supplémentaires sont considérés comme proches de la fédération et répartis sur 55 départements, 280 associations rattachées à la mouvance des frères musulmans, etc. etc. L'école n'est pas épargnée, évidemment les réseaux sociaux. Andrea Cotarac. Non, mais... Ce qui est terrible, c'est que c'est effectivement les musulmans qui sont les premières victimes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est une minorité, certes, mais une minorité dynamique qui, du coup, englobe le reste, parce qu'ils prétendent défendre la liberté, comme l'a dit très justement Mehdi, et aussi l'inclusion. C'est-à-dire, vous voulez nous exclure des salles de sport, vous voulez nous exclure de telle et telle chose. C'est le refus de l'altérité. Maintenant, prenons un peu de recul quand même, parce qu'on dit mais c'est de l'entrisme, ils avancent visage masqué. Celui qui a institutionnalisé les frères musulmans d'une certaine manière, il s'appelle Nicolas Sarkozy quand même. C'est-à-dire le prétendu ancêtre de Monsieur Rotaillot, qui aujourd'hui nous explique qu'il est contre l'islamisme. Celui qui a créé le Conseil français du culte musulman et qui a dit qu'il faut absolument que l'UOIF, donc les frères musulmans, y soient intégrés, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Vous nous dites, et c'est intéressant, vous parlez du Figaro, la Valérie, j'ai la réponse de Monsieur Rotaillot. Quand on lui propose, mais allez-vous donc proposer l'interdiction des frères musulmans ? Alors écoutez, on a le son. Parfait. Dans ce rapport, les choses sont très claires. Cet islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer et d'infiltrer des associations sportives, culturelles, sociales ou autres, ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale et qu'il y a une menace vraiment de subversion. Sous une forme très particulière qu'emploient les frères musulmans, c'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Et ça c'est inacceptable puisque c'est parfaitement à la fois incompatible avec les principes de la République et c'est aussi incompatible avec les objectifs de la cohésion nationale. J'ai pas tout compris. Juste pour terminer, parce que c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas la réponse sur allez-vous interdire. Ce rapport pourrait-il proposer l'interdiction des frères musulmans ? Que dit M. Rotaillot ? Non, parce que le problème des frères musulmans, c'est qu'il y a peu de choses dans la confrérie secrète, c'est de l'entrisme. Valérie, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des dizaines de mosquées affiliées aux frères musulmans. Il y a des centaines d'associations affiliées aux frères musulmans. Non, on n'y touche pas. Donc à quoi va servir ce rapport ? Peut-être de cale-pied pour les armoires de la place Beauvau. En tout cas, manifestement, il ne souhaite pas interdire les frères musulmans, comme vient de le faire la monarchie jordanienne il y a quelques semaines. Oui. Oui, là je regardais, il y a il y a plusieurs chiffres dans le rapport que vous m'avez envoyé, Valérie. Il y a 139 mosquées affiliées à musulmans de France, c'est-à-dire l'ex-UOIF. Qui est la vitrine des frères musulmans en France. Vous avez parlé des associations. Il y a même des écoles qui sont sous contrat avec l'État, qui officiellement sont répertoriées comme étant infiltrées par l'islamisme. Mais vous savez, je pense qu'on a aussi globalement notre part de responsabilité. En tout cas, les politiques ont leur part de responsabilité. Enfin, ceux qui sont pas ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi ? Parce que il y a quand même ça, j'en sais rien, monsieur Cotarac. Non, mais attendez, monsieur Cotarac. Non. Il y a quand même la question de l'immigration illégale, qui est un vrai sujet. Ouais. Il y a aussi une autre question, c'est que quand on est dans un pays qui refuse de défendre ses valeurs, son histoire, ce qui a bâti parfois avec exagération le pays dans lequel on vit, mais comment est-ce que vous voulez ne pas admettre que certains vont chercher des valeurs ailleurs, et notamment dans l'islamisme le plus radical. On a notre part de responsabilité. L'éducation nationale a sa part de responsabilité. Quand vous êtes américain, quand vous arrivez aux États-Unis, que vous avez la chance de devenir américain, vous êtes plus américain que les Américains. Vous défendez les valeurs des États-Unis avec ses excès, ses ombres et ses lumières. En France, on a mis tout ça sous le tapis, et aujourd'hui, on s'étonne que certains s'identifient à d'autres valeurs qui sont contraires à notre propre civilisation. Attendez, on paye les pots cassés de ce qu'on a mis en place depuis des années, depuis des décennies. Non, je suis d'accord avec Eric, sauf sur le modèle américain, je serais quand même plus prudent en la matière. Mais enfin bon. Non, pas moi. Mais, vous voyez beaucoup de drapeaux français devant les pavillons, le département français. La communautarisation de la société américaine est un vrai sujet aussi. On le voit dans les universités, Eric. Mais non, mais juste pour revenir, je suis d'accord pour l'essentiel avec vous. À 95%, vous allez voir, je suis intarissable. Avec 95%. Ceci dit, vous avez parlé tout à l'heure de l'Algérie. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qui
s'est passé en Algérie. En Algérie, après les années noires, vous avez eu un contrat implicite entre le pouvoir politique issu du FLN et les militaires et les islamistes. Et alors, toute proportion gardée, évidemment, et comparaison n'est pas raison. En France, vous avez des forces politiques qui sont prêtes à ce contrat-là. Oui, c'est-à-dire avec ces forces. C'est-à-dire, globalement, on vous fiche la paix. Vous faites ce que vous voulez dans le domaine social, vous faites ce que vous voulez dans le domaine éducatif, vous faites ce que vous voulez dans le domaine sportif, mais par contre, vous nous apportez vos voix. Donc, c'est ce point-là que je voulais aborder. Si vous voulez, c'est quelque chose. Alors, évidemment, c'est pas au niveau de l'Algérie. Il faut être extrêmement prudent quand on fait ce type de comparaison. Mais il y a quelque chose de ce registre-là. Et attention, je ne vise pas seulement la gauche là-dessus. Il y a même aussi des forces politiques au centre, à droite. Emmanuel Macron n'a jamais été très clair sur sa vision de la laïcité, sur sa vision même de l'histoire de la France, dont parlait Éric Revel. Donc, il y a, je crois, là-dessus quelque chose qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Algérie. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, l'Algérie étant un pays musulman. La question, c'est on fait quoi de ce rapport? On va y revenir dans un instant. On a notre gagnante, elle s'appelle Danielle. Danielle, c'est vous qui avez gagné le bracelet qui vous est offert par Sud Radio et le Vent à la Française, un magnifique bracelet personnalisé. Je vous encourage à aller sur le site pour pouvoir voir tous ces bracelets qui sont résistants à l'eau, unisex, même pour vous, Eric, sans allergène et garantie à vie, absolument, confectionné à la main. Et Danielle est notre gagnante et elle habite Balma, près de Toulouse. Monsieur Revel a une bonne mémoire. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, continuons sur ce sujet, sur ce rapport. Donc un rapport visiblement édifiant sur l'entrisme des frères musulmans dans toutes les strates de la société. Il y a aussi tout l'aspect 2.0, c'est-à-dire les TikTok, Instagram et autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Je citais 2009. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2009? Rien. Mais en fait, je voulais revenir sur ce qu'a dit Arnaud, parce que c'était intéressant, sur le fait que ça trouve une concrétisation politique. On a vu avec Raphaël Arnaud qui a invité le CCIF à l'Assemblée nationale. J'avais parlé ici de la proposition de commission parlementaire, d'enquête parlementaire sur l'islamophobie, alors qu'il y a un terme qui est utilisé par les frères musulmans, qui consiste à dire que la critique de l'islam, c'est la critique des musulmans. Donc on ne peut plus faire de critique du dogme. Donc on empêche la liberté d'expression. Et on se retrouve en fait avec tout ça. En fait, c'est un arsenal qui commence à devenir parlementaire et qui peut potentiellement devenir juridique. Et donc, c'est pas que les frères musulmans, c'est le discours, en fait, c'est le discours sur ça. Et sur ce qui s'est passé en Algérie, je voulais aussi rajouter, en 99, il y a eu ce qu'on appelle la loi de la concorde civile, où finalement l'État algérien a dit, en fait, il y a eu 200 000 morts, nous on n'a plus les armes pour se battre, vous non plus, tout le monde est épuisé. On se serre à la main, on finit bon copain. En 2006, ça a été ratifié avec la charte de la concorde civile qui précise que toute personne qui reparle de la décennie noire en Algérie se prend 5 ans d'emprisonnement. Bien sûr. C'est pour dire à quel point ça peut aller très loin. Et il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important, il y a un problème d'autorité religieuse en France. C'est-à-dire qu'on ne conteste pas ce que disent les autorités religieuses de l'islam. Lorsque vous avez, j'avais repris d'ailleurs ici l'imam de la mosquée de Paris sur la sourate 33-59 sur les versets du voile. Il avait dit une banane. C'est pas la pudeur, c'est la séparation de la femme libre de la femme esclave. Est-ce que les femmes savent ce que c'est que le voile ? Le recteur de la grande mosquée ? Oui. Est-ce que les femmes savent ce que c'est ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez, tu parlais Valérie des réseaux, de TikTok, d'Instagram, mais aujourd'hui vous avez des lives entiers qui font du prosélytisme religieux, et à chaque fois ça touche que des populations de plus en plus jeunes. Je peux vous en citer des noms de TikTokers dangereux, j'en connais plein, qui font ce travail-là de sape sur les réseaux sociaux auprès de la jeunesse. Donc il y a un problème d'information, et j'estime que dans une démocratie, si on n'a pas la bonne information, le citoyen ne peut pas être éclairé. Il y a un problème d'esprit critique. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça commence aussi par l'école, ça commence par... C'est la mère des batailles. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme solution au Marine Le Pen a proposé à 2 reprises une proposition de loi très complète pour lutter contre l'islamisme et les idéologies totalitaires. Il y a 24 articles, je ne vais pas revenir dessus, mais s'attaquer frontalement dans tous les domaines de la société à l'idéologie islamiste. Premier point. Deuxième point, il faut être cohérent. Les frères musulmans, c'est tant d'associations, vous l'avez dit, tant de mosquées. Je crois que la DGSI avait expliqué en 2020 que 150 quartiers étaient contrôlés par les islamistes dans notre pays, ou en tout cas sous la tutelle d'islamistes dans notre pays. Il faut s'y attaquer frontalement.
et puis être cohérent. Je veux dire, Monsieur Retailleau nous explique que l'islamisme c'est dangereux. Alors là, il parle des frères musulmans. Le 13 février dernier, il accueille le patron du renseignement syrien, qui est un ancien d'Al-Qaïda, un ancien de Daesh, un ancien du HTS, et qui est toujours sur la liste des terroristes de l'ONU, des États-Unis. Il faut être cohérent à un moment donné. Il faut être cohérent. Monsieur Retailleau ne l'est pas. Bien sûr. Donc, non, mais l'avenue de Al-Joulani, ça c'est. Et je ne parle pas de Jolani derrière. C'est exceptionnel. L'avenue, elle est incroyable. Qu'on fasse de la diplomatie en sous-main. Bah oui, effectivement, le principe de la diplomatie, c'est d'aller parler. C'est normal, il faut les personnes qu'on déteste, c'est normal. Mais de là à inviter le président syrien, qui est un ancien d'Al-Qaïda et de Daesh, lui faire le tapis rouge à l'Élysée. Ça, c'est une première. L'année des 10 ans des attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo. Pour moi, c'est une faute politique grave à ce niveau. Il faudrait qu'on dise quelques mots, Eric, puisque vous êtes notre économiste éclairé. Faire payer l'impôt sur le revenu à tous, même aux plus pauvres, c'est une idée de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est réaliste? Et en fait, ils partent du principe que tout le monde doit contribuer. Alors on y contribue déjà avec la TVA. Oui, alors là, c'est deux choses différentes. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur ce que vous gagnez. La TVA, c'est un impôt, quel que soit le montant de votre revenu, qui est sans doute un impôt injuste d'ailleurs, parce que vous soyez riche ou pauvre, vous payez le même taux de TVA sur votre camembert ou sur votre bouteille de lait. Alors, je crois qu'il y a 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est pratique. Vous savez, un peu moins d'un Français sur deux. Évidemment, au moment où les pouvoirs d'achat sont serrés, au moment où beaucoup de familles ont des difficultés à finir les fins de mois, quand elles les finissent d'ailleurs, on peut se dire le débat est saugrenu. Sauf que, si vous voulez, je trouve que ce serait une façon d'inclure dans le débat de l'évolution de la société française des gens. Alors il ne s'agit pas de leur faire payer évidemment des sommes qu'elles ne pourraient pas payer, surtout avec les difficultés, je le rappelle, mais quand vous utilisez les infrastructures payées par les impôts d'une partie des Français, est-ce que payer 50, 100 euros, j'en sais rien, par an d'impôt sur le revenu, ce serait pas une façon d'inclure aussi ces gens dans la société française, et puis de mettre un peu plus de justice quand même fiscale, parce qu'aujourd'hui les classes moyennes supérieures sont ponctionnées. Quand vous êtes juste à la limite, vous avez le droit à aucune aide sociale et vous payez tout de plein pot, et en plus vous payez les impôts sur le revenu. Donc en tout cas, je ne tranche pas, moi je ne suis pas un homme politique, monsieur Cotarac, mais en tout cas je dis que l'idée est intéressante. Ça fait longtemps qu'elle est sur la table. Ça fait longtemps. Après, quel niveau est-ce que tous les Français doivent en payer? Je ne sais pas. Mais je trouve que le sujet mérite d'être abordé. Voilà, je vous dis comme intéressant parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière. C'est que si 45% des personnes paient l'impôt sur le revenu, je crois que c'est 44,7%. Oui, c'est un Français sur deux, je crois. C'est 45%. Ça veut dire que 55% des personnes votent des choses qu'elles ne financeront pas. Donc il y a des dépenses qu'elles ne peuvent pas financer. Donc il y a un enjeu derrière démocratique qui est important à ce niveau. Moi, d'un point de vue social, évidemment, je considère que faire payer encore et encore, c'est pas forcément la solution. Mais là où en tout cas il y a une dimension très intéressante, je trouve, c'est effectivement ce que vient de dire Mehdi, mais c'est surtout sur le sentiment d'appartenance. On appartient à une communauté nationale. On appartient à l'effort. Même si c'est 1 euro, c'est 1 euro. Donc effectivement, il peut y avoir une réflexion là-dessus. Mais encore une fois, plus d'impôts, plus de taxes, ça suffit. Quoi. Voilà, allons chercher l'argent là où il est, les dépenses, etc. Mais juste sur l'aspect, on va dire, philosophique et moral, je pense que ça renforcerait un sentiment d'appartenance. 43%. J'ai 44,7%. J'ai 43%. Bon, enfin, peut-être c'est la question d'universalité. Finalement, on a besoin d'éléments qui nous rattachent à une communauté qui est une communauté française. Est-ce que ça fait partie, je veux dire, de ces leviers qu'on peut utiliser? Pourquoi pas? Oui. Alors après, c'est quand même bon courage pour le faire adopter politiquement. Oui. Parce que là aussi, je pense qu'on se heurtera vraisemblablement à des obstacles nombreux. Oui. Mais même si c'est 1 euro ou 5 euros, après, attention, au-delà de ça, il y a quand même l'aspect technique qui est important. Vous savez que longtemps, on a dit que l'impôt... Ça coûtait plus cher à collecter que... Voilà, donc il ne faudrait pas, si vous faites payer 2 euros par an des foyers fiscaux, que l'envoi avec le timbre de la coûte plus cher que ce que ça récupère. Parce que là, pour le coup... Je trouvais que c'était intéressant d'évoquer cette... Et puis on va suivre effectivement le rendu public demain du rapport sur l'entrisme des frères musulmans et de voir surtout les réponses concrètes qui vont être apportées, des paroles et des actes. Et on pense à Boualem Samsal, donc procès en appel le 26 juin. 24 juin. Merci à tous les quatre, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.